Bonjour à tous. Alors, Design Thinking, Serious Game, de nouvelles pratiques managériales créatives. C'est un beau sujet. Alors voilà, Design Thinking, Serious Game. Ce sont des mots qui sonnent bien. Ce sont des buzzwords du moment. Pourtant, on ne parle pas de choses qui sont particulièrement nouvelles. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus maintenant? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé pour en entendre parler? Et au risque de vous décevoir, on n'aura pas le temps en 10 minutes d'approfondir ces concepts. Et donc c'est pas tout à fait de ça dont je vais vous parler. Donc là vous vous demandez pourquoi. Alors pour paraphraser Simon Sinek, il faut commencer par pourquoi. Simon Sinek, c'est un conférencier britannique. Il a compris que on obtient l'adhésion des gens par le pourquoi. Les gens n'adhèrent pas à ce que vous faites, ils adhèrent à la raison pour laquelle vous le faites. Et ça, je pense que c'est tout à fait transposable dans l'état d'esprit de l'innovation managériale aujourd'hui. Alors, je vais vous illustrer ça. Alors lui, il a utilisé là ce qu'on appelle le cercle d'or. Lui, il disait Golden Circle. Sur la partie extérieure, vous avez le quoi. Le quoi, c'est ce que vous faites. Je ne sais pas si on a beaucoup d'étudiants dans la salle, mais ce qu'ils font au quotidien sont des cours, ce sont des révisions, des examens. Ça, c'est le quoi. Ils savent très bien ce qu'ils font. Les professionnels font des réunions, lisent leurs mails, essaient de décrocher des marchés, rédigent des appels d'offres. Ça, c'est le quoi. C'est quelque chose qu'on sait tous. Chacun sait ce qu'il fait dans l'organisation, à peu près. Voilà. Alors par contre, quand on démarre sur la deuxième partie, le cercle intermédiaire, le comment, il y a déjà beaucoup moins de monde. Souvent, ce sont des gens qui ont des postes de management. Ils ont compris comment ça se danse, comment on convainc un client de venir travailler avec nous, comment on fait de la pédagogie quand on est enseignant, comment ça marche. Ça demande parfois un petit peu d'expérience, on a appris sur le tas. Ou alors on a lu beaucoup de livres sur la façon de faire les choses et des théories. Alors là, sur le comment, il y a moins de monde, mais on en trouve quand même dans les organisations actuelles parce que dans le comment se trouve beaucoup de performance. Et c'est là que le bas blesse. Si vous demandez à une organisation, à un ensemble de personnes, pourquoi ils font les choses, qu'est-ce qui les motive au quotidien, quelle est la raison d'être de l'organisation, ils ont du mal à trouver parce que essentiellement ça revient à se poser la question individuelle. Pourquoi je fais les choses moi? Qu'est-ce qui fait que depuis tant d'années j'ai fait tel choix, pris telle décision? Et c'est peut-être là qu'il y a des leviers d'action. Alors, je vais prendre un exemple sur l'importance de commencer par pourquoi en faisant le contraire et en me présentant à vous. Alors moi je suis César Delille, je suis gérant d'un cabinet de conseil et d'une société de services en informatique. On utilise l'intelligence collective, on déploie des méthodes performantes, adaptatives, et on pense qu'on peut influer sur le monde du travail et que ça peut avoir un impact sur le monde de façon globale. Voilà ce qui se passe quand on commence par le quoi. Vous avez un ensemble de choses qui s'annoncent et qui partent par la logique. Et si on fait dans l'autre sens, si on commence par le pourquoi, si je vous dis que je m'appelle César Delille et que je crois fermement que si on change le monde du travail, on va pouvoir changer le monde. Si je vous dis que pour ça, il faut utiliser l'intelligence collective, la capacité d'adaptation de vos équipes, mettre de l'humain, et que c'est pour ça que j'ai créé un cabinet de conseil et une société de services en informatique. Vous voyez la différence ? Alors le postulat, c'est de dire que si on change le travail, on va peut-être pouvoir changer le monde. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les organisations, si on regarde dans le passé, quels ont été les impacts des changements de système de croyance, des changements du travail? Alors on peut regarder, on a Ken Wilber, un théoricien des organisations qui a été repris par Frédéric Laloux dans son livre sur les organisations inspirées. Alors ils ont attribué des couleurs aux différents stades des organisations. La première couleur, c'est le rouge, c'est le stade impulsif. Si vous faites tomber tout le système actuel,
Si vous cassez tout ce qui existe, tout ce que l'homme a construit en termes de hiérarchie, en termes de système de gestion, si vous êtes dans un monde type Walking Dead, post-apocalyptique, où l'homme retombe au stade 0, la survie devient la question première. Et pour ça, l'homme animal grégaire va se regrouper et trouver un homme fort, quelqu'un ou une femme forte, trouver quelqu'un qui va vous donner la sécurité de survie pour la durée que ça aura. Ça, c'est le premier rapport de l'organisation. C'est le système de la meute. Ça vous apporte une survie. Le deuxième stade, le stade conformiste, ambre, c'est celui qui a apporté la stabilité. Vous avez le modèle, ce sont tous les uniformes, vous avez là-dessus la religion, vous avez également l'armée. Le but, c'est de reproduire des processus qui sont stables et qui sont reproductibles. Ça a apporté énormément de choses. La hiérarchie, par exemple, dont on fait encore les frais aujourd'hui. Mais ça a apporté d'autres choses. Les routes. On a des systèmes d'architecture qui sont largement développés. On a encore des pyramides. On a l'agriculture. Énormément de choses sont dues à ce changement de système de croyance. On s'est imaginé qu'on pouvait changer les choses à ce moment-là, et on a également donc beaucoup de bénéfices. Et c'est un impact mondial. Alors le parallèle, il est là, hein, c'est de dire que c'est le système de croyance qui régit les hommes, et c'est pour ça que je prends ces systèmes-là, les États, etc., la façon dont ils sont gérés, qu'on retrouve dans nos organisations, dans nos entreprises. C'est le système de croyance de l'époque qu'on va retrouver là. Alors si on prend les autres stades, j'aurai pas le temps de les déployer tous, mais stade orange, le stade de la réussite. Donc là, on est vraiment sur des apports qui sont fantastiques au niveau technologique. On a été sur la Lune, on a trouvé l'électricité dans le désordre. Et développer l'automobile, les moyens de transport, ça a apporté énormément de choses. Et puis enfin, le stade pluraliste vert avec des écosystèmes plus proches, des systèmes de valeurs. On a des associations qui se sont développées, on a tout un système social. Et la technologie qu'on peut mettre en avant, qui est derrière tout ça, là, qui supporte ça, c'est Internet avec les chemins courts et beaucoup de choses. Donc voilà. Donc ça, cet axe-là, c'est pour vous dire que si on change la façon, on change le système de croyance, si on démontre que la liberté plus la responsabilité peut donner de la performance, il faut reprendre ce que disent mes amis, eh bien, on peut se poser la question de savoir ce qu'il y a après. Alors, quel est le stade d'après? Donc, ce sont les organisations opales, dont vous avez entendu parler un petit peu. Mais avant de savoir si on veut aller dans un nouveau stade, peut-être faut-il se poser la question, est-ce que le monde d'aujourd'hui vous convient? Est-ce qu'il vous convient tel qu'il est? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudrez voir évoluer dans le monde tel qu'il est aujourd'hui? Alors, j'ai fait quelques recherches sur Internet pour chercher quelques images qui pourraient susciter la réflexion sur est-ce que notre système actuel, notre système de croyance, est celui sur lequel on veut capitaliser à l'infini et pour toujours. Voilà, donc j'illustre un petit peu quelques éléments, mais c'est une question que chacun d'entre nous doit se poser. Qu'est-ce qui vous dérange dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce que vous voulez voir évoluer? Alors comment faire? Ben, je rejoins la tendance d'aujourd'hui, c'est de dire mettons plus de collaboration, changeons notre système de croyance. La collaboration, c'est plus efficace que la centralisation. L'exemple des forêts, mais il y en a bien d'autres, même plus physiologiques. Avec la collaboration vient l'autogouvernance, hein, bien sûr, on dépasse ces stades-là. Vous avez mettre plus d'humains. Voilà, mettre l'humain au cœur de l'écosystème. La capacité d'adaptation en continu. Chaque personne est un capteur de son environnement. Pourquoi pas tirer parti de tout cela pour faire changer et remettre en question notre raison d'être de façon quotidienne, faire évoluer notre propre écosystème dans lequel on se trouve. Alors oui, tout ça c'est pas mal, mais pour ça on a besoin d'outils. Qu'est-ce qui nous permet de développer tout cela? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir de la collaboration? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir plus d'humains? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir plus d'adaptabilité? J'étais pas sûr de le passer, celui-là. Alors voilà, voici quelques outils. Et oui, on va retrouver ici le Serious Game, qui est une expérience à vivre, sur lequel c'est un brain hack. Vous mettez vos collaborateurs dans une situation qui va leur permettre d'être créatifs. Vous avez également, à ce niveau-là, les icebreakers qui sont là pour
pareil, faire appel à votre créativité et à la créativité de votre équipe. Mais vous avez d'autres choses. On trouve au niveau central, à la croisée de chemin, l'holacratie, les organisations opales, le design thinking. Vous avez l'agilité, qui est là pour créer de la collaboration et de la capacité d'adaptation. Tous ces outils vont émerger dans une organisation, dans un écosystème plus libre, plus ouvert. Et c'est au niveau du management. Pourquoi c'est moi qui vous fais cette présentation-là aujourd'hui? Voilà une question également qu'on pourrait se poser et que je me suis posée. Moi, j'ai été choisi pour ça. Pas pour mon expérience sur les sujets. Cette expérience est très récente. C'est parce qu'au sein des organisations, de mes organisations, d'Atlas Management, de iTest, on est sur un modèle qui permet à chacun des collaborateurs d'amener cette créativité-là. Et vous pouvez avoir ça chez vous, à votre disposition. Il suffit d'ouvrir l'accès au cerveau, à la logique, à la créativité, et de responsabiliser, de faire confiance à vos collaborateurs. Voilà. Alors, si je voulais vous laisser un message, c'est que tous ces outils-là sont au service d'une vocation plus profonde. Et j'espère que, comme moi, vous pouvez sortir de cette conférence avec l'idée que si vous changez le travail, vous pouvez changer le monde. Voilà, merci.